Parfait, mais bonjour. On est vraiment très heureuse d'être ici et de vous parler de fanzine. Je ne sais pas si... Je vais juste partir la présentation, est-ce possible? Est-ce que le clicker est allumé? Ah, bon, parfait. Qu'est-ce que c'est une présentation sans problème technique? Bon, alors, on est très heureuse d'être ici et on veut vous parler du fanzine, donc ce médium vraiment inclassable, transcendant les codes éditoriaux conventionnels et de tous les enjeux qu'il pose en bibliothèque au niveau de la conservation, de l'acquisition et de la diffusion. Et ça, plus particulièrement au sein de deux institutions de BNQ, soit la Bibliothèque nationale et la Grande Bibliothèque. OK, parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BANQ conserve une collection de fanzines à la Bibliothèque nationale via le dépôt légal. Il y a vraiment plein de trésors qui s'y trouvent. En plus de cette collection-là, on est en train de travailler un projet de collection de diffusion de fanzines à la Grande Bibliothèque. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, qu'on veut offrir une collection de fanzines empruntables par les usagers et les usagères à la Grande Bibliothèque. Et c'est de ce projet dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, on va aussi faire un survol du fanzine, de son histoire, parce que la constante évolution de ce médium-là est intimement liée à des défis et des enjeux de conservation, mais aussi de classement et de développement de la collection. On va aussi vous parler du dépôt légal, de ses modalités et de tout ce qui entoure la collection de conservation qui est située à la Bibliothèque nationale. Et ensuite, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre projet de collection de diffusion à la Grande Bibliothèque. Ses enjeux ainsi que tout son grand potentiel. Alors, avant de s'attaquer à la question du fanzine en bibliothèque, il serait peut-être intéressant d'essayer, de tenter de définir un peu l'objet dont on parle, qu'on peut appeler aussi zine ou gravzine. Donc, je ne prétends pas qu'on a en fait une définition pour vous parce que c'est vraiment difficile de définir quelque chose qui se veut inclassable. D'ailleurs, ce n'est pas une définition formelle, c'est plus une interprétation de nos quelques recherches qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un fanzine? Vous voyez 3 exemples de fanzines tirés de la collection de conservation de la Bibliothèque nationale. On voit rapidement qu'il y a une différence de présentation, de format, de reliure et de sujet. En fait, il y a autant de définitions de fanzine qu'il y a de personnes qui font du fanzine. Chaque créateur et créatrice s'approprie le fanzine pour en faire un objet personnel et artistique. Donc pour nous, ça semblait plus facile de parler du fanzine en termes de caractéristiques communes, comme vous voyez à l'écran, plutôt que d'avoir une définition plus arrêtée. Ça nous permet aussi d'avoir une approche plus inclusive dans le développement de notre collection. C'est aussi intéressant de s'attarder un peu sur l'histoire du fanzine au Québec pour comprendre un peu les enjeux et les défis qui entourent la conservation, mais aussi le classement des fanzines en bibliothèque. Alors, le premier fanzine à paraître au Québec est Requiem, revue de science-fiction en 1974. Donc, Requiem est toujours en activité aujourd'hui, mais elle s'est professionnalisée, elle s'appelle Solaris, revue que vous connaissez sans doute. Donc, Requiem se voulait au départ un banc d'essai pour les débutants et ça contenait des articles, des fictions et des chroniques sur la science-fiction. Elle était d'ailleurs dirigée par Norbert Spener, qui est toujours très actif dans le milieu aujourd'hui. Autre événement marquant de l'histoire du zine est l'apparition de Dirty Plot par Julie Doucet. Donc vraiment très avant-gardiste, Dirty Plot révolutionne à tous les niveaux, autant par le format que la forme, que le sujet, le contenu. Et s'apparente même plus davantage au fanzine qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le petit livre réalisé par une seule personne.
D'autres événements comme la Fondation d'Archives Montréal en 1998 ou celle de l'Exposine en 2002 sont venus solidifier et structurer la culture d'usine au Québec. Donc, pour résumer grossièrement la tendance de l'évolution du fanzine au Québec en quelques mots, on peut dire que le fanzine était d'abord une publication périodique, travaillée en équipe, qui est peu à peu devenue une publication unique, travaillée en solo, où l'artiste occupe tous les rôles, autant de la création, de l'édition et de la diffusion. Donc, avant de laisser ma collègue Dolly vous parler du dépôt légal et de la collection de conservation qui est située à la Bibliothèque nationale, j'aimerais vous inviter à découvrir le balado « Le syndrome de la page colorée » qui porte sur le fanzine. Il y a 2 épisodes animés par Isabeau Legendre qui sont consacrés à l'histoire d'usine au Québec. Puis c'est vraiment une super belle entrée en matière si ce sujet vous intéresse. D'ailleurs, les quelques informations que je viens de vous partager proviennent essentiellement de ce balado. Alors oui, dépôt légal. Le dépôt légal, c'est depuis en fait 1967 une loi qui contraint les éditeurs à déposer leur œuvre à la Bibliothèque nationale. Donc nous allons vous faire jouer une petite vidéo d'1 minute qui fait un survol en fait de ce que c'est. Cette vidéo a été réalisée par BANQ en 2018. Voilà. Quand un livre est écrit, puis qu'il est publié, l'éditeur envoie 2 exemplaires à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est ce qu'on appelle le dépôt légal. Ces livres rejoignent plusieurs types de documents. Tout ce qui est publié au Québec est ainsi répertorié dans le catalogue de BANQ, question de conserver une trace, de ne rien oublier. Les exemplaires de chaque document sont envoyés à des endroits différents. Le premier est entreposé dans des conditions idéales de conservation pour qu'il demeure intact à jamais, ou du moins le plus longtemps possible. L'autre exemplaire est mis à la disposition du public, à la collection nationale, à la grande bibliothèque, pour que tout le monde puisse le consulter. Ce livre, comme des milliers d'autres œuvres québécoises, peut ainsi se tailler une place de choix dans notre mémoire et dans notre quotidien. On y travaille depuis 50 ans. Alors voilà, donc le dépôt légal par contre de fanzine diffère du dépôt légal régulier, voilà. Donc dans le sens en fait où on le considère comme un livre d'artiste et donc un seul exemplaire est requis pour le dépôt. Pourquoi livre d'artiste? Parce que le format, le papier, la méthode d'impression, l'aspect artisanal en font en fait plutôt une œuvre d'art sur le fond, oui, mais sur la forme aussi surtout. On porte également une attention supplémentaire aux livres d'artistes pour la conservation, parce que la plupart du temps, ces livres d'artistes sont conservés dans des boîtes faites sur mesure par des muséologues. Donc, c'est des conditions de conservation en fait idéales. Les livres d'artistes également sont couchés sur les étagères plutôt que d'être à la verticale. Donc, ça prolonge également leur durée de vie. Le dépôt légal de fanzine pose également des défis d'acquisition, reliés surtout à l'aspect artisanal, parce que vu que peu de copies sont produites, vu que l'artiste le fait à la main, il n'a pas assez de marge de manœuvre pour déposer légalement une copie de son œuvre en dépôt légal. Par contre, nous, en fait, on a chaque année un kiosque à l'Exposine pour inviter les artistes à déposer leurs œuvres. Le jour même. Donc on récolte ainsi un bon nombre de nouveautés, de nouveaux fanzines publiés dans l'année. Le formulaire de dépôt légal présente également des défis d'identification. Généralement, les artistes et les éditeurs ne savent pas nécessairement quelle case cocher pour le type de documents. Certains cochent monographie pour bande dessinée, par exemple. D'autres cochent plutôt revue, parce qu'il y a des fanzines qui sont des revues, ou sinon des livres d'artistes, finalement là où nous on a décidé de les conserver. Ceci en fait a une incidence directe sur l'emplacement des fanzines. Ils se retrouvent à 3 endroits différents, une avec les bandes dessinées à la collection à la collection de la Bibliothèque nationale à Rosemont-Petite-Patrie. Également les revues qui se retrouvent par contre à la collection nationale à la Grande Bibliothèque
et les artistes à Rosemont Petite Patrie, les livres d'artistes. Donc ça a une incidence, donc en fait c'est une collection qui est très morcelée, malheureusement, et puis on ne peut pas en fait la regrouper pour l'instant. En quelques chiffres, d'après le rapport annuel de 2019-2020 de BANQ, nous avons reçu 30 760 documents au dépôt légal. Parmi ceux-ci, moins de 100 fanzines sont déposés au dépôt légal. Voilà. Il est possible de consulter les fanzines, même s'ils sont en consultation sur place, donc à la collection nationale. Il s'agit de faire une recherche justement dans le catalogue à l'adresse cap.bnq.qc.ca. Si vous voulez parcourir la collection, donc si vous ne savez pas quel titre vous recherchez, on vous conseille en fait de faire une recherche avancée en mettant dans contenu zine, fanzine et gravzine et séparer les trois par l'opérateur booléen OU. Donc ça, c'est la partie bibliothèque de notre présentation. Donc, cochez la case patrimoniale et puis vous identifiez les titres qui vous intéressent et envoyez un courriel à l'adresse mentionnée ici à l'écran. Voilà, donc je laisse la parole à Katia qui va vous parler du projet de fanzine à la Grande Bibliothèque. Merci, Dolly. Comme le disait plus tôt Marie-Ève, le mandat de la Grande Bibliothèque en est un de diffusion. Donc, vous pouvez emprunter les documents qui sont sur les rayons, sauf pour quelques exceptions. Puis, pour ces cas-là, il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous ici. Tout est disponible pour la consultation. Je vous ai mis quelques chiffres sur cette diapositive afin de démontrer l'ampleur des collections que l'on trouve à la Grande Bibliothèque ainsi que sa fréquentation. Alors, comme vous voyez, quand même, les chiffres sont quand même pas mal impressionnants. On doit dire qu'on est pas mal fiers de travailler pour la plus importante bibliothèque francophone en Amérique du Nord. J'en profite aussi pour signaler que même si on n'est pas tenu d'obtenir tous les documents québécois comme pour à la Bibliothèque nationale, on se fait quand même un point d'honneur d'acquérir pratiquement tout ce qui se publie au Québec et qui est disponible en librairie. Ceci n'est pas un scoop, mais on a déjà pas mal de titres qu'on peut retrouver, par exemple, à l'Exposine, qui sont déjà dans nos rayons, comme ceux que vous voyez sur la diapositive. Par exemple, on achète déjà des revues à tirage limité, comme Tristesse, justement. On achète aussi des livres auto-distribués qui proviennent de micro-éditions ou alors auto-édités ou à compte d'auteur. Puis ces livres-là peuvent autant être de la poésie, des essais littéraires, là, comme on voit aussi au centre de l'écran, les histoires de Shoshana Bikini London. Ça peut être également du documentaire qui sera alors classé au sujet, comme pour l'autochtonie ou la diversité sexuelle. On a des livres d'art aussi. Puis on a aussi de la bande dessinée qu'on peut qualifier d'alternative. Ici, avec Nit Nit, on tenait à rendre un hommage à Henriette Valium. Par contre, les zines qu'on a déjà sont disséminées dans plusieurs de nos localisations et sans qu'il soit possible de les identifier comme telles. Fait qu'autant de diversité, ça amène nécessairement son lot de défis au moment de constituer et d'organiser cette future collection-là. Oui, on a quand même, c'est ça, déjà un bon choix de titres qui peuvent être empruntés, mais on ne pourrait pas prétendre non plus qu'on a une masse critique de fanzines qui représente ce qui se fait actuellement. Donc, défi numéro 1, c'est celui d'acquérir des livres qui sont en dehors des circuits habituels de la distribution commerciale. Car c'est plus difficile pour nous, bibliothécaires, de transiger avec des objets littéraires non identifiés, qui n'ont pas de titre ou que souvent les auteurs ne sont pas mentionnés ou qui n'ont même pas d'ISBN. L'ISBN, c'est le numéro d'identification du livre. En plus, les fanzines sont très rarement répertoriées dans la banque de titres de langue française qui se nomme Memento. Memento est un outil essentiel pour nous autres, les bibliothécaires, mais aussi pour les libraires. Ce qui complique aussi la donne, c'est qu'on est tenu par la loi d'acquérir tous nos livres auprès de librairies agréées. Et contrairement aux autres bibliothèques, on est tenu à la Grande Bibliothèque de faire nos achats pas seulement à Montréal, mais dans l'ensemble du Québec et au prorata de la population.
Ça fait en sorte que notre petite équipe, on doit transiger avec environ une centaine de librairies à travers le Québec. Et à partir de ça, on doit répartir équitablement les achats. Tout simplement, pour une question pratique, plusieurs formats de documents sont rejetés d'emblée. Ceux qui contiennent très peu de pages, des formats mini ou qui comportent des feuilles volantes sont rejetés d'emblée. Tout simplement parce que justement, ils se portent mal à un environnement d'une bibliothèque de près. Puis malheureusement, il y a beaucoup de fanzines qui tombent dans cette catégorie-là. Puisqu'on veut augmenter justement l'offre de fanzines et la constituer dans une collection, on est quand même partant pour faire des accros à nos politiques habituelles. Par contre, ça amène son lot de défis pour la préparation matérielle de ces documents-là. D'autant qu'on le retrouve de moins en moins le traditionnel format 8,5-11 plié en deux et broché, qui se prépare quand même, somme toute, assez facilement. C'est plutôt ceux qui ont une facture plus artisanale, où ce que le travail de reliure est plus soigné, plus original, ou des formats qui sont complètement éclatés, qui créent des maux de tête à ce moment-là. C'est pas simple pour nous d'apposer tout simplement la cote, le code barre, la puce anti-vol. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour protéger ces documents-là, mais sans les dénaturer pour autant. Philosophiquement, on souhaite qu'ils deviennent tous disponibles pour le prêt, mais en autant que ça soit concrètement possible de les traiter comme tels. Donc là, on voit, c'est le test ultime. C'est de réussir le passage du fanzine dans un système de retour automatisé, sans faire bloquer le système, puis qui arrive au final en un seul morceau. Je vous disais tantôt qu'on a déjà des fanzines un peu partout. Donc, comment les regrouper ensemble dans un format qui soit dans un ensemble cohérent, malgré qu'ils soient dans leur nature libre et hétéroclite? Un scénario envisagé serait justement de regrouper tous les exclus habituels de nos collections pour les localiser dans un lieu qui serait peut-être plus propice à leur consultation, avec des paramètres qui leur sont propres et qui seraient plus adaptés à leur nature. Ou encore, l'autre possibilité serait de rapatrier sous une même catégorie ou une même localisation tout ce qu'on peut considérer comme dans l'esprit d'usine. L'aspect diversifié de la production serait comme ça plus mis en valeur, mais par contre, une des difficultés serait alors de tracer la ligne en toute production qualifiée d'indépendante et puis le fanzine en tant que tel. J'ai abordé tantôt la question du format, mais la question du fond, du contenu que l'on retrouve dans ces documents prend aussi une large place dans nos réflexions. Dans notre travail de bibliothécaire, on tâche d'être structuré, notamment dans le développement de nos collections. On se dote de documents cadres pour dresser les balises de la collection, afin qu'on se situe toujours dans la même logique. C'est ce qui va nous guider ensuite pour le choix des fanzines. Côté contenu, on désire valoriser les voix marginales, celles qui s'expriment en dehors du réseau commercial. J'ajouterais que présentement, à la Grande Bibliothèque, on fait un plus grand effort pour mettre de l'avant dans nos collections les principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Et on croit que développer une collection de fanzines participe à ce mouvement-là. La question se pose aussi sur l'établissement de limites à ce que l'on pourrait trouver comme matière sensible qui pourrait choquer nos usagers, nos usagères de la bibliothèque. Jusqu'à quel point on va laisser à la vue du public des images de violence graphique ou de sexualité explicite, par exemple. Et puis, c'est sur cette épineuse question que je pense le micro à Delis. Donc, le dernier défi, en fait, c'est l'emplacement et la mise en valeur de ces documents. L'emplacement, en fait, on ne savait pas trop où les placer, vu qu'on a des fanzines avec la poésie, on en a d'autres avec les livres d'artistes et finalement les bandes dessinées. Donc, on va s'enligner finalement pour la section BD, puisqu'elle s'y prête particulièrement bien. L'espace, en fait, est assez aéré. On a une dizaine de fauteuils, des tables basses d'appoint qui encouragent en fait la lecture sur place. Et justement, le temps de lecture est quand même assez court pour la plupart des fanzines, donc c'est parfait.
Pour ce qui est du meuble de rangement, on ne peut pas les classer comme dans nos bacs habituels, comme vous voyez à l'écran, puisque certains zines vont s'y perdre, s'endommager, se retrouver dans le fond du bac. Donc, il nous faut en fait un présentoir qui nous permet de les classer de face et qui aurait une flexibilité de rangement pour la plupart des formats. Les fanzines pourront également être mises en valeur dans nos cubes à l'entrée de l'espace BD. Nous projetons que cette collection suscitera de l'intérêt de la part des gens du milieu, des artistes et des adeptes du fanzine, et de développer également un public différent de celui qui fréquente peut-être habituellement la grande bibliothèque. On a sondé l'intérêt des exposants à l'exposine, à savoir s'ils seraient intéressés en fait, à avoir accès à une collection de fanzines pour le prêt, et la réaction était unanimement positive. D'ailleurs, Henriette Valium nous a fait part de son enthousiasme à cette nouvelle. Les auteurs de fanzines sont emballés de savoir que leurs œuvres, en étant placées à la grande bibliothèque, acquièrent également ces lettres de noblesse et qui pourront eux-mêmes aussi, en tant qu'usagers, parcourir des zines qui ne sont pas facilement trouvables. Nous espérons également piquer la curiosité des moins adeptes du fanzine. C'est important également de mentionner que nous allons contre notre nature. On le mentionne souvent aussi dans cette présentation où, comme en tant que bibliothécaire, on veut classer, catégoriser, que tout soit clair et net. Mais là, on va laisser le flou en fait planer. On veut offrir une collection durable dans le temps. Par contre, avec les fanzines, c'est pas vraiment possible. Donc, on va composer en fait avec l'éphémère et composer avec des pertes plus fréquentes, des remplacements également, ou même l'impossibilité de retrouver le même fanzine ailleurs, puisqu'il ne se publie plus. Voilà. Mais on ne veut pas uniquement offrir une collection de fanzines, on aimerait aussi l'animer. Donc, on a vraiment pensé à plusieurs projets là, qui pourraient faire la médiation, accompagner cette collection-là. Et un des projets qui nous semblait le plus intéressant et le plus emballant à réaliser en premier lieu serait un atelier de création de zines en collaboration avec le SQUAR, qui est le laboratoire de fabrication de BNQ. Donc, ce serait vraiment intéressant. On inviterait les gens à venir créer des fanzines sur place. C'est un atelier qui pourrait se réaliser autant avec une clientèle adolescente qu'adulte. Puis on pourrait même penser à la possibilité d'intégrer les créations réalisées lors de ces ateliers-là dans notre collection de diffusion. Donc, il y a vraiment comme un beau potentiel de ce côté-là. Sinon, on aimerait bien sûr inviter des créateurs, des créatrices à venir parler de leur processus, à venir parler de fanzines aux usagers, aux usagères de la grande bibliothèque. On aimerait organiser des tables rondes avec des gens du milieu d'usine. Donc, vraiment, il y a beaucoup de possibilités avec le fanzine. Mais pour l'instant, on est encore à bâtir la collection, à l'implanter dans nos espaces. Mais on peut vraiment déjà dire que le fanzine a tout un potentiel, qu'on a très hâte de l'exploiter à la grande bibliothèque. Et c'est comme ça que le fanzine fait trembler les fondations non seulement de la bande dessinée, mais également de BNQ. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question sur le dépôt légal, sur la collection de circulation, le projet en fait à la grande bibliothèque, ou encore sur la consultation sur place des fanzines. Et on vous invite en fait à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci.